Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui j'enregistre en direct de Maison et Objets, on est dans un petit podcast booth et je reçois une décoratrice d'intérieur, Estelle Kilissi. Alors Estelle, je vous invite à la suivre sur Instagram parce qu'elle a un style qui est très inspirant. C'est elle qui va nous dire d'ailleurs comment elle définirait son univers, mais sans spoiler, je dirais qu'il est chaleureux, fleuri, coloré. Il faut dire qu'en couleur, elle s'y connaît. Elle a notamment écrit un livre qui s'appelle La décoration des émotions autour de, si je grossis, le pouvoir de la couleur dans nos intérieurs et sur notre quotidien. Un thème qui est toujours passionnant. Alors j'ai plein de questions à lui poser. Bonjour Estelle. Bonjour Hortense. Alors, je disais, on est à Maison et Objets. À Maison et Objets, il y a beaucoup de nouveautés, de tendances, et je me demandais ce que t'en pensais, toi, en tant que décoratrice, des tendances déco. On les suit ou on les fuit, les tendances? Alors écoute, pour moi, la décoration, c'est toujours sortir un peu des sentiers battus et surtout utiliser ce qu'on aime et faire une déco qui nous ressemble. Alors moi, j'aime bien utiliser les classiques, les intemporels, mais je dirais qu'il ne faut pas fuir les tendances. Les tendances, elles sont là, elles font partie de l'actualité artistique et nous, les décorateurs, on se doit de s'inspirer aussi de ce qu'il se fait. Et donc, par exemple, la bouclette, pourquoi pas, mais pas à outrance. Utilisons-la parcimonie, pas en all-over. Inspirons-nous des tendances, mais surtout, mélangeons les genres des styles. À la bouclette, c'est drôle que t'en parles, parce que j'ai fait un épisode là sur les 3 tendances à arrêter peut-être en 2024. J'ai dit la bouclette et on ne voit que de la bouclette partout, donc tout le monde m'écrit plein de messages. Je disais que c'était pas la grosse nouveauté, mais évidemment qu'il y en a toujours. Donc je rectifie parce que j'ai l'impression de me faire insulter. C'est quoi une déco réussie? Une déco réussie, c'est un chez-soi qui nous ressemble. Cette analyse, si tu veux, je l'ai fondée sur un peu le ressenti des émotions qu'on peut avoir dans un lieu quand on y entre. En fait, une déco réussie, c'est une déco qui ne dénature pas l'esprit des lieux. Par exemple, si on a un lieu ancien, 18e, 19e, pour moi, c'est un contresens de mettre des faux plafonds, de redoubler les murs. Au contraire, il faut valoriser les lieux, il faut valoriser les matériaux qui font partie de l'origine des endroits. Et si tu veux, une déco réussie, pour moi, c'est surtout une déco vivante, généreuse, conviviale et pragmatique. Mais surtout, si tu veux, une déco réussie, c'est pas une mise en scène. Il faut pas qu'on voit que c'est une mise en scène. Il faut que ce soit vraiment spontané et généreux. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Alors, quand on décore, qu'on aménage un intérieur, est-ce qu'il y a des règles à suivre justement est-ce qu'il y a des règles à suivre ou il faut fonctionner plutôt à l'instinct? Ah, moi, je fonctionne complètement à l'instinct. Mais il y en a plein qui te disent je ne sais pas faire c'est quand même et qui n'ont pas d'instinct. Vrai. Alors c'est pour comment ça que on fait quand on n'a pas d'instinct? Moi, je crois que le plus important, quand j'entre dans un lieu, j'imagine d'abord les couleurs. En fait, comme un architecte pense à ses plans, moi je pense au plan coloriel en fait du lieu que je vais décorer. Pour moi, les couleurs, ça structure, ça fait circuler les espaces, ça donne le ton de la maison. Donc c'est la première chose à laquelle je pense et c'est très instinctif en fait, Hortense. Je ne sais pas l'expliquer. Quand j'arrive dans un endroit, je l'imagine d'abord dans un ton qui se traduit par une couleur. Tout de suite. Tu Tout de suite. vois une couleur dans cet intérieur-là. Ouais, tout à fait. Ok. Parce que toi, j'allais te demander ta mission en tant que décoratrice. Quand on est décoratrice, on intervient sur quoi en fait?
Mon métier, si tu veux, le rôle de décorateur, c'est de trouver la bonne place des choses, de mettre chaque chose à sa place. C'est pas rien, surtout quand il s'agit de le concevoir au quotidien pour les autres, tu vois. C'est une manière de réaliser, de concrétiser chaque fois dans un nouveau lieu pour des personnalités différentes, parce que chaque client est différent, par une sorte de tour de passe-passe, des intérieurs qui ressemblent à la projection parfois inconsciente des émotions de mes clients. Donc si tu veux, il faut savoir se projeter dans l'histoire de chacun, dans l'émotion de chacun, et le combiner avec ce que je ressens du lieu pour pouvoir créer et réaliser un nouveau décor qui va ressembler à mes clients. Oui, c'est ça. C'est parce que souvent, les décoratrices, elles conseillent leurs clients, elles les écoutent, elles leur proposent. Ça part un peu d'elles, un peu de leur style. Toi, tu dis que avant tout, ça part de tes clients et des émotions que tu peux ressentir. Oui. Ou que tu ressens dans le lieu, ou des émotions de la personne. C'est vraiment une combinaison des deux. L'idée, c'est de compiler, en fait, si tu veux, ce que tu ressens du lieu. Donc ça, c'est ce dont on vient de parler, c'est tout le travail instinctif de la couleur. Certains décorateurs sont plus forts sur la restructuration. Moi, c'est la couleur, par exemple, tu vois, qui va me guider. Et en même temps, d'essayer de comprendre ce que les clients vont attendre. Est-ce qu'ils vont avoir envie de remettre leur vie à zéro ? Tu vois, de repartir de zéro, d'abandonner tout leur héritage. Moi, je dis toujours, la première chose à faire avant de concevoir un nouveau projet, c'est de trier ce qu'on a. Parce que en fait, il y a une espèce de charge émotionnelle et décorative des objets et des meubles qu'on a accumulés dans notre vie. Donc, quand on emménage dans un nouveau projet et qu'on fait appel à un décorateur, un architecte pour le concevoir, c'est important de faire ce premier point ensemble. Et quelque part, c'est de se débarrasser ou de choisir ce avec quoi on va continuer. Un vieux meuble de grand-mère qui n'est pas forcément beau mais qu'on adore. Et donc ça va être une contrainte que je vais prendre et je vais créer comme ça une sorte de puzzle autour des objets qui sont conservés et avec un lien directeur, un fil directeur qui sera la couleur. D'accord. Toi, donc tu confirmes que la déco, c'est vraiment un terrain d'expression, c'est un prolongement de nous-mêmes. Ah oui, tu sais, on dit toujours, dis-moi où et comment tu habites et je te dirai ce que tu es et surtout ce que tu ressens en fait. Toute maison, c'est l'image que l'on donne de soi. Tu sais, on parle de notre intérieur comme de nos intérieurs émotionnels et psychologiques. Tu vois, notre maison, c'est vraiment l'extension de nous. Elle retranscrit évidemment nos goûts, notre culture, notre histoire, quelque part notre positionnement dans la société, nos liens affectifs, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on est célibataire, bref, elle n'est qu'une loupe de nous-mêmes, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que il y a certains psychanalystes qui décryptent les plans des maisons pour définir le dysfonctionnement éventuel d'une famille, parce qu'en fait tout est dit sur l'attribution des espaces. Peut-être que quelqu'un a un espace plus grand que l'autre. Est-ce qu'on a une cuisine fermée ou est-ce qu'on a une cuisine ouverte? Ça dit beaucoup de choses de nous-mêmes et du fonctionnement du foyer. Ouais, mais alors quand tu dis le philosophe enfin c'est le philosophe qui dit que notre maison c'est l'image que l'on donne de soi, ça veut dire qu'on est quand même dans l'image, qu'on n'est pas toujours complètement soi dans notre déco, mais c'est de coup, on peut se sentir mal dans sa déco si même on joue un rôle avec sa déco. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on fait ça et comment on peut remédier à ça? Alors ça, c'est une vraie question. C'est vrai, tu as raison, Hortense. Mais ça, c'est ce que j'appelle les décors clés en main. C'est-à-dire, on achète en suivant uniquement les tendances. Tu as commencé l'interview avec ça. Et c'est pour ça que j'explique qu'il faut absolument combiner, mélanger, faire un mix des intemporels, des classiques et des tendances. Parce que sinon, on se retrouve dans des intérieurs qui n'ont aucune personnalité, donc qui sont sans émotion. C'est vrai, combien de fois on peut se dire oh, c'est joli, mais qu'est-ce que ça n'a pas de personnalité? On entend souvent cette réflexion de certains intérieurs qui sont certainement un peu trop représentatifs que d'une tendance, ce que j'appelle des décors clés en main, qui sont comme des décors de cinéma ou comme des décors de plateau télé dans lesquels on ne ressent aucune émotion.
Oui, il y a des décors qu'on peut voir sur Instagram, des filles qui ont des intérieurs avec la lampe du moment, la matière du moment, mais on ressent rien. Ouais, c'est fou. Donc tout à fait la déco, c'est pas un détail. On est d'accord que c'est primordial. C'est un peu bateau comme question, mais comme on va être sur les émotions, la déco c'est primordial pour se sentir bien chez soi. Faut pas la négliger. Non, parce que la maison c'est un peu comme la peau. En fait, du foyer familial. Donc la maison, il faut s'y sentir bien, qu'on y soit seul, qu'on y soit tous ensemble. Donc non, la décoration, c'est notre décor quotidien, c'est notre mode de vie et c'est très important de s'y sentir bien, surtout qu'on y passe beaucoup de temps maintenant avec le télétravail, etc. C'est maintenant une maison est devenue aussi un lieu fonctionnel où on y travaille, où on y reçoit et où on y vit aussi des choses très personnelles, bien entendu. Alors, sur la couleur, comment on trouve la bonne couleur? La question à 500 €, comment on trouve la bonne couleur pour une pièce? Alors, pour moi, j'aimerais revenir un peu sur la notion de la couleur, tu vois, Hortense. Dans cette démarche, tu vois, émotionnelle, etc., la couleur, on est d'accord qu'elle est au cœur des émotions et c'est celle qui donne le ton au sens propre et figuré. La couleur, elle permet de structurer un espace, elle permet de mettre en valeur un espace. Par exemple, on peut mettre un aplat de couleurs sur un seul mur, ça va mettre en valeur un tableau qu'on va y accrocher. Et elle permet de montrer aussi un sens de la circulation. C'est-à-dire qu'on peut choisir des couleurs très sombres pour un couloir qui va déboucher sur une pièce extrêmement lumineuse. Ça nous guide dans une maison. C'est sûr qu'elle est au cœur en fait on va jamais ressentir la même vibration avec une couleur grise, un vert de gris, un noir ou un rouge. C'est exactement comme quand on s'habille. Si on a envie de faire un effet détonnant, on va mettre une robe rouge pour arriver dans une soirée, et si on veut passer un peu passe-partout, on mettra un tailleur gris. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la couleur dans la décoration. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai fait une sorte de table de matière des couleurs par émotion. Est-ce qu'on peut rappeler, ou peut-être c'est quoi une émotion? C'est tout bête, mais c'est quoi? C'est la joie, la tristesse, Alors, les émotions, elles ont été classées il y a très longtemps. C'est une sorte de ressenti. Ce n'est pas un sentiment, mais c'est très proche du sentiment. Moi, j'ai choisi d'en sélectionner 4 pour illustrer mon livre. J'ai choisi la nostalgie, parce que c'est une émotion qui me parle beaucoup. J'ai choisi la joie, la surprise et la satisfaction. Et dans chacune de ces émotions, j'ai fait une sorte de table des matières, d'abord de couleurs et ensuite des matières, pour illustrer chacune d'entre elles. Alors là, on est au cœur de l'hiver, on va peut-être faire un petit focus sur la joie. Quelle couleur apporte la joie? Quelle couleur réconforte? La joie, c'est avant tout les couleurs lumineuses, comme le jaune. On a toujours dit que le jaune n'était pas à la mode, mais en fait, moi, je l'utilise beaucoup. Je la détourne un peu avec une pointe de doré ou dans sa couleur un petit peu tabac, et je l'utilise soit en aplat de couleur pour des murs, mais pas en all over, et en touche, en velours par exemple pour des rideaux, etc. Ça met vraiment en valeur la lumière. Donc on a les jaunes. Ensuite on a toute la couleur, toute la catégorie des roses. C'est la joie parce que le rose c'est frais, c'est la couleur de l'enfance tout simplement. Et puis on a les verts. Les verts c'est le végétal, c'est la nature et c'est la bonne humeur. Voilà, ça sont vraiment les 3 grandes familles pour pouvoir donner de la joie dans la maison. Et j'oubliais les blancs, puisque pour moi le blanc est une couleur, et le blanc c'est une couleur de la joie parce que c'est la couleur de la sérénité en fait. On pourrait se dire que c'est triste le blanc, un intérieur blanc. Parce que un blanc peut calmer, un blanc peut nous mettre dans une sorte de cocon, donc on est forcément dans un état plutôt positif, de joie et de bien-être. Donc c'est une couleur, ce qu'on peut se dire, tiens, si on fait appel à un décorateur, il va nous mettre du motif de la couleur, et pas forcément. Rassure-nous, tu peux mettre du blanc bien et sûr, des choses... Mais il y a tellement de blancs différents, il y a les blancs chauds, il y a les blancs froids, et puis moi j'aime beaucoup jouer sur soit l'effet mat ou brillant du blanc. Tu vois, j'aime beaucoup laquer un parquet blanc, par exemple, dans une maison. Ça permet, si le parquet n'est pas, une petite astuce, s'il n'est pas en très bon état, on laque un parquet en blanc et ça donne vraiment une grande notion d'espace, de joie et de sérénité. Et à l'inverse, le noir, le sombre, on peut aussi oser. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est triste ou une personne sombre. Eh bien, écoute, moi, le noir, je l'appelle un peu le rehausseur de beauté. Pour moi,
moi, c'est vraiment une composante essentielle. Alors, c'est un peu mystérieux, mais c'est aussi très élégant. Le noir, il a la particularité de mettre en valeur toutes les couleurs qu'il côtoie, en fait, et d'apporter un véritable cachet, tu vois. C'est un outil pour jouer la surprise. Il est souvent, c'est vrai, il est souvent jugé sombre, et pourtant, il a la capacité de donner de l'intensité, de la vibration, de la vie. Moi, je l'adore, mat ou brillant, sur les murs, sur les sols aussi, encore une fois. Et le noir, c'est un peu une couleur complètement intemporelle, en fait. Mais tu sais, c'est, pour l'illustrer au mieux, c'est la maison Gainsbourg que tout le monde revisite maintenant, enfin visite actuellement. Et cette maison noire, finalement, elle n'a jamais été aussi actuelle. Et il y a ce côté un peu caverne d'Ali Baba. Et certainement que les tons sombres comme ça nous poussent à la créativité, un peu comme dans les grandes maisons victoriennes, d'ailleurs, anglaises, que j'aime tant, où on a ces tons sombres du passé. Je les appelle les tons sombres du passé dans le livre. Tous ces kakis très foncés, ces rouges profonds, le noir ou les faux noirs, sont des couleurs qui nous apportent beaucoup de sérénité et qui nous portent à la réflexion. Et alors, comment oser la couleur ? Comment se lancer ? Alors, il faut trouver la juste concordance des tons. C'est-à-dire que je pousserai jamais un client qui n'aime pas la couleur à lui faire de la couleur all over. Donc, il faut trouver une espèce de graduation. Et la couleur, elle permet aussi de donner une tonalité un peu plus surprenante à votre intérieur. J'ai beaucoup parlé d'émotions, de joie, de nostalgie, etc. Mais c'est aussi l'occasion d'être surprenant et d'avoir un intérieur très particulier. Quand je dis ça, c'est qu'il faut oser le grand mix des couleurs, mélanger des couleurs auxquelles on ne penserait pas forcément a priori. Moi, j'adore les mélanges détonnants. Par exemple, le rose, le violet et le orange ensemble, c'est très convivial, c'est très gai, c'est très élégant. Et puis après, il y a les mélanges qui marchent à tous les coups. Je viens de parler du noir. C'est vrai que le noir, il va toujours valoriser la couleur qu'il côtoie. Donc, un noir et rose, c'est magnifique. Un noir écret, c'est très joli. Un gris et doré sera toujours réussi. Puis il y a des contrastes plus doux aussi de couleurs. Pour ceux qui veulent pas se lancer complètement, il y a les gris foncés avec les gris clairs. Ça, c'est très élégant. Et puis, il y a toutes ces teintes de la nostalgie que j'adore utiliser, les verts de gris et les gris clairs, qui permettent de créer un univers très harmonieux, très doux et un peu suranné. Et on commence par quoi pour mettre de la couleur dans la maison ? Est-ce qu'il y a une pièce par laquelle il faut commencer ? Est-ce qu'il faut y aller ? On fait un mur ou c'est des petites touches ? C'est le mobilier ? C'est quoi ? Alors moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on doit mettre en couleur son entrée. Puisque l'entrée, on parlait de l'image de soi, c'est la première image qu'on donne de soi au monde de l'extérieur. Donc, c'est celle qui doit être le plus empreinte de la personnalité de chacun. Donc, je dirais qu'une entrée, c'est important de lui donner le ton. Et si il y a un endroit où on doit mettre de la couleur, c'est dans l'entrée. Ah oui, c'est intéressant. J'imagine, là, on parle de la couleur. Souvent, on est plusieurs à vivre dans une maison. J'imagine que tu dois faire face à des dilemmes de couple, je dirais, ou familiaux. Comment on trouve un terrain commun pour accorder ses goûts ? C'est vrai que c'est assez compliqué, Hortense. En fait, déjà, un couple, c'est deux. Et en général, on est trois. Donc, trois, ça fait jamais très bon ménage, pour être très honnête, dans mon quotidien. Donc, quand il y a des conflits, parce qu'il y a systématiquement des conflits sur un chantier, puisque vu qu'on fait appel au plus profond de chacun, l'argent, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir aborder. La question de l'argent sur un chantier, c'est quand même la contrainte numéro 1 qui nous guide les uns et les autres. Donc ça, c'est un sujet toujours un peu délicat. Il y a la notion de l'héritage, parce que chacun a hérité de mobilier, de choses qu'il aime, ou a acheté lui-même des choses qu'il aime. Ça, c'est son propre héritage qu'on se crée. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on jette ? Donc là, souvent, il y a du conflit dans les couples. Et puis, il y a le goût. Et le bon goût, personne ne l'a, en fait. Donc, moi, je dois être, dans ces cas-là, en cas de conflit, extrêmement pragmatique et trouver des arguments rationnels pour pouvoir avancer, parce que mon objectif, c'est de faire avancer le chantier et de se sortir de cela. Donc, en général, je propose à chaque fois 2 options en termes de budget, et j'essaye de pousser celle qui prendra le moins de temps pour pouvoir passer à un autre sujet. Voilà. Alors En fait, le décorateur, on croit souvent que c'est un métier un peu superficiel, parce qu'on
on est dans le beau, on est dans le paraître, etc. Mais au contraire, avec tout ce qu'on vient de discuter, et on sait qu'on donne beaucoup de soi dans une maison. Du coup, on est souvent un peu le catalyseur de ce qui fonctionne pas dans un couple, ou dans un foyer, ou dans une famille. Hein. Et c'est assez intéressant. Parfois, un peu, on doit avoir des qualités qui vont au-delà du conseil décoratif, mais un peu psychologique pour pouvoir accompagner. Et il m'est arrivé quelquefois d'assister à des divorces après un chantier, parce que je pense que ça a été le catalyseur de tout ce qui n'allait pas dans un couple. Donc c'est un vrai sujet. Et alors comment on les choisit, les couleurs? On se met autour d'une table, on a un nuancier, on prend des photos de ce qu'on aime. Comment on fait? En général, quand un client me dit qu'il n'aime pas le vert, je lui mets du vert dans un mood board. C'est-à-dire que j'essaye de dépasser un peu les idées reçues sur j'aime pas le vert, le rose c'est kitsch, le jaune c'est pas à la mode. Donc on prend évidemment un nuancier. Moi j'adore choisir mes couleurs sur les nuanciers de Farrow & Ball, mais particulièrement dans le nuancier Archive, qui sont toutes les couleurs qui ont été classées, qui ont été utilisées une fois par Farrow pour des rénovations, etc., où on a des pépites. Et on associe les couleurs ensemble. L'idée, c'est de trouver la juste harmonie, en fait. Alors, toi, on vient souvent te chercher pour un style, pour ton style qui est marqué, je dirais. Comment tu définirais ton style? Alors, je crois que tu as compris. Moi, j'adore les lieux emplis de nostalgie, du temps qui passe. J'adore les maisons qui vieillissent, les tons un peu désuets, les peintures patinées. Donc, mon style, c'est vrai qu'il est un tantinet british, si on peut dire ça. C'est des couleurs en demi-teinte. C'est beaucoup de boiseries, que ce soit des agencements sur mesure, des meubles en bois anciens. C'est beaucoup de fleurs, je te l'accorde. Et voilà, donc c'est un peu un petit décor anglais qui est un peu le théâtre de la nostalgie. C'est un peu le fameux style cottage dont on entend beaucoup parler maintenant, qui s'inspire un peu des maisons de campagne traditionnelles. Et c'est un style que j'ai complètement retraduit, je vais dire, dans sa globalité et à ma manière, dans ma petite maison qui se situe en face de l'Angleterre, d'ailleurs dans la presqu'île du Cotentin, et que j'aime beaucoup mettre en scène sur mon compte Insta d'ailleurs, qui est un peu mon terrain de jeu, c'est ça. Mais tu le dis, c'est ton style et ça revient beaucoup. C'est une grande tendance en ce moment, ce style assez british, cottage. Comment, là, tu viens de nous dire un peu, comment on se crée ce genre de décor qui plaît beaucoup? Ce sont des fleurs, du bois? Oui, c'est ça. Ce sont, en fait, avant tout, alors déjà, c'est beaucoup de boiseries. Le style cottage, et c'est le contraste entre les couleurs, c'est-à-dire de savoir utiliser des tons très clairs comme des beiges, des craies, en contraste avec des tons très sombres, des gris plombs, des rouges très foncés, des gris très foncés. Utiliser des matières qui sont extrêmement confortables, comme des lainages, comme des lins mais très épais, du velours bien entendu. Et un peu abîmé, c'est encore mieux, sur des vieux fauteuils capitonnés. Et puis c'est surtout beaucoup de motifs, c'est le mélange des genres, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'utiliser de la rayure et des fleurs dans la même pièce. Ça donne de la personnalité, c'est très fort. C'est pas forcément féminin d'ailleurs, parce que quand on voit les maisons anglaises, elles sont autant habitées par les hommes que par les femmes. C'est vraiment un style effectivement très fort en couleurs, en contraste de couleurs et en motifs. Et qui est chaleureux, c'est peut-être pour ça que ça plaît aussi. Ouais. Et on en a peut-être un peu marre du style un peu plus minimaliste, blanc-beige. Et puis du coup, on peut oser même un peu des fautes de goût. Il n'y a pas de bon goût, on met ce qu'on aime et on mélange et ça marche. C'est exactement ça, Hortense. Je suis un petit peu décoratrice. Pas du tout. Mais comment se crée un intérieur qui nous ressemble? C'est la grande question. Je sais pas faire. Je commence par quoi? Toi, tu réponds quoi à tous ces gens toutes ces personnes qui se posent ce type de questions? Alors déjà, faut arrêter de se prendre la tête, entre guillemets.
la décoration, ça doit être instinctif. J'en reviens toujours à la même chose. Il faut d'abord, la première chose à faire, c'est trier ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important. Pour moi, c'est le début. Et ensuite, on compose ensemble un puzzle. On garde les pièces qu'on aime. Quand on les aime, on va choisir une couleur assez foncée pour pouvoir le valoriser, que ce soit un tableau de la grand-mère. Si on a un vieux tapis, on va évidemment le remettre. Et si c'est un petit peu trop kitsch, on trouvera un juste équilibre, une juste harmonie avec un mobilier un petit peu contemporain pour l'entourer. Et puis, on se fait confiance. C'est-à-dire que si on a envie de craquer sur une très vieille paire de bougeoirs complètement déjantée, eh ben, on se dit qu'on craque dessus et on va composer sa décoration avec cet objet pour pouvoir le valoriser et après, qui sera le fil conducteur, le départ, et on composera ensemble ce grand puzzle. Quelle pièce on a tendance à négliger alors qu'on ne devrait pas? Mais peut-être que c'est l'entrée, tu nous disais tout à l'heure, ou alors, non, pas forcément? Certainement, de moins en moins, l'entrée. Je le ressens que vraiment maintenant que l'entrée doit être quelque chose d'assez abouti. Moi, je crois que ce sont les pièces de bain, les pièces d'eau. Et pourtant, enfin, je veux dire, tout le monde y passe. Hein. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit impeccable. Et en même temps, il faut qu'on puisse s'y réfugier et c'est là où on prend soin de soi. Donc, c'est vraiment important. Et pourtant, c'est quand même la pièce qui est la plus confrontée au chaos de la maison, quoi. Parce que il y a les affaires de tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une salle de bain attribuée à chacun. Donc, c'est à la fois un endroit de passage et un endroit, comme je vous le disais, où on doit prendre soin de soi. Donc, moi, j'ai 3 conseils très simples. Fleurir le lavabo comme on fleurit une table basse. C'est toujours sympa d'avoir un petit bouquet, des branches de menthe, par exemple, qu'on cueille dans le jardin et qui sentent bon et qui rafraîchissent la pièce avec une petite rose. Introduire de la fantaisie. Pourquoi ne pas y accrocher les photos qu'on adore, une œuvre d'art, une très jolie peinture, puis exposer les objets un peu intimes qu'on aime, nos bijoux, qu'on accroche à des miroirs, à des tableaux. Moi, j'adore les salles de bain qui sont ultra personnalisées, en fait. Et puis, soigner la lumière, parce que souvent, on met des spots, mais n'hésitons pas à mettre de jolis plafonniers, un vieux lustre à pampilles, pour pouvoir vraiment soigner la lumière au sens esthétique et au sens décoratif dans le choix des luminaires. Quel est ton plus beau souvenir, toi, de chantier en tant que décoratrice? Je crois que mon plus beau souvenir, c'est le tout début, ou quand tout a commencé, c'est-à-dire quand j'ai refait cette petite maison dont je t'ai parlé rapidement, qui est la mienne, enfin qui est la nôtre, celle de la famille, dans la pointe du Cotentin. Et c'était un challenge parce que je suis corse, donc j'aime plutôt le pin, le sable, le sud. Et là, je me retrouvais avec du granit, beaucoup de rosiers, donc ça c'était chouette, et un ciel un peu bas, comme en Angleterre. Et en fait, j'ai réussi à y créer un vrai cocon, avec un vrai parti pris sur les couleurs, un vrai parti pris sur les matières, et c'est devenu aujourd'hui le cocon de ma famille, de mes amis les plus chers, et c'est là où on y passe beaucoup de temps et du très bon temps. Donc c'est un très bon souvenir pour moi parce que c'est le début de mon aventure de décoratrice et le lieu où je préfère être aujourd'hui. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, ce serait... Ça n'a pas été le cas complètement. Mais tu sais, quand je termine un chantier, je demande pas à mes clients s'ils trouvent ça beau, parce que pour moi, ça fait partie du contrat, mais s'ils sont heureux dans leur maison. Parce que justement, la maison, on doit y être bien. Donc, mon pire souvenir, c'est quand quelqu'un me dit que finalement, non, ils n'y sont pas heureux parce qu'ils se sont peut-être séparés, parce que c'est pas la maison, c'est pas le lieu qu'ils voulaient, voilà. Et heureusement, ce n'est arrivé qu'une toute petite fois. Et pas forcément lié à toi. Non, pas forcément. Tu as toujours été décoratrice ou c'est une reconversion? C'est une reconversion. Moi, j'ai été très longtemps chez le leader des cosmétiques.
J'ai travaillé beaucoup la mise en scène des produits. Voilà, je travaillais dans un grand groupe cosmétique pendant 12 ans, dans le marketing, mais aussi dans le merchandising, donc vraiment dans l'art de théâtraliser les produits dans un espace. Donc ça a toujours été le fil conducteur de ce que j'ai eu envie de faire dans la vie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer ? J'avais eu un vrai désir d'entreprendre. J'avais un vrai désir de mettre à profit ma créativité auprès de clients qui seraient les miens et c'est comme ça que tout a démarré. Tu parlais tout à l'heure du prix, je me permets juste de revenir. Comment on rémunère une décoratrice ? C'est comme un architecte ? C'est un pourcentage sur le chantier ? Non, moi j'ai jamais travaillé au pourcentage, je travaille au forfait et en fait il y a deux manières grosso modo d'intervenir pour être très pragmatique. Soit on est appelé par un client pour constituer un cahier d'idées, c'est-à-dire on intervient, on constitue un cahier d'idées composé de choix de couleurs, de choix d'objets et de quelques esquisses qui vont donner le ton de la maison. Et après on repart et le chantier est soit géré directement par le client parce qu'il n'a pas les moyens de faire suivre son chantier, ou par un architecte ou un maître d'œuvre. Soit on travaille le cahier des charges complet et le suivi de travaux. Et à chaque niveau à chaque étape de travail, elle est évidemment budgétée différemment et le budget dépend aussi évidemment de la superficie et de l'espace. Voilà. Plus c'est grand, plus ça prend du temps. Mais c'est pas parce qu'on a un petit appartement que ça ne coûtera pas cher, puisque le travail de départ de créativité reste le même et l'art du détail, parce que c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est que moi parfois je choisis jusqu'au crochet du dressing de mes clientes pour qu'elles puissent accrocher leur chapeau, leurs écharpes, etc. Et c'est ça qui peut faire la différence. Quelle marque déco tu aimes bien, tu nous dirais, ou dans quelle boutique déco t'aimes bien aller ? Alors déjà, moi j'aime beaucoup chiner. Alors maintenant, j'aime beaucoup chiner et trouver des pépites dans des vides-greniers pas chers. Mais sinon, j'aime aussi chiner sur Insta parce que maintenant on a quand même des acteurs majeurs. J'adore la remise d'Edmond, j'adore évidemment l'élégance de Nomibis. Mais j'aime aussi, tu vois, j'adore la marque Casa Lopez parce que c'est vraiment une marque intemporelle, mais qui se réinvente aussi. On y trouve des objets décoratifs à la fois classiques et revus, comme tu vois l'utilisation du motif panthère sur des tapis, ça je trouve ça très chouette. Ces meubles incroyables en rotin. J'adore choisir mes papiers chez Antoinette Poisson. Mais j'aime aussi Ikea parce que j'aime bien transformer les objets Ikea, par exemple les grands dressings classiques. J'aime les tapisser de papier peint, par exemple d'Antoinette Poisson ou de Faro & Ball. Et ça, c'est des petites astuces qui sont simples et pas hyper coûteuses. Pour les luminaires, je fais toujours confiance à Original BTC, encore un anglais. Et puis j'ai découvert récemment les chaises en noyer Mathieu Hilton, qui étaient éditées par Conran Shop, qui malheureusement a fermé à Paris. Je crois qu'on est tous traumatisés par cette nouvelle. Donc voilà, je vais les rechercher. Et puis je rêve d'un canapé XXL en courbe de maison de vacances qui sont exposés en ce moment à Maison et Objets, qui sont dingues, qui sont juste incroyables. Mais j'ai pas encore le salon pour pouvoir mettre le grand canapé. Et après être passé au salon ou avant de passer au salon, si tu faisais, question rituelle, un dîner avec 6 personnes, 6 personnalités, qui seraient-elles ? Alors écoute, moi je dirais déjà pour l'ambiance musicale, je choisirais Alain Souchon pour chanter tout le dîner sur ses mélodies nostalgiques et poétiques. Pour moi ce serait le rêve. La deuxième personne ce serait Napoléon, parce qu'il est corse et parce que en plus j'adore l'époque napoléonienne en déco. La troisième et quatrième personne, ce serait Catherine Deneuve pour son élégance et la regrettée Jane Birkin parce que j'étais une immense fan et c'est vraiment un de mes grands regrets de ma vie de ne jamais l'avoir rencontrée. La cinquième personne, ce serait Rosa Bonheur, qui devait être une sacrée bonne femme et qui a peint des merveilles. Je rêverais d'avoir le lion en toute simplicité dans mon salon. Et puis un écrivain amusant, David Lodge, encore un anglais, parce que ses livres me font hurler de rire. Voilà. Super. Et j'ai oublié de te demander si tu devais, imagine, il y a le feu là chez toi, j'aime bien cette question qui dit beaucoup de la personne que j'interviewe, si tu devais garder que 5 objets chez toi. Sans hésiter, mon tapis chiné chez Nomibis il y a très très longtemps, qui est un peu d'inspiration persane, mais qui a des tons de rouge bordeaux que j'adore. Mon vieux lustre à Pampille.
mes nappes à volant imprimées Liberty que je trouve chez Cutterbrook, mon seau à champagne en argent pour boire où que je sois du champagne mais de façon élégante, et une immense photo d'un paysage corse que j'adore qui a été photographié par l'artiste photographe Juliette Lescarbot. Génial. Eh ben, merci beaucoup Estelle. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions. Merci à toi, Hortense. Je te laisse retourner dans les allées de Maison et Objets. Merci beaucoup Estelle. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.